La voie des tunnels. La lumière hésitante de la lampe du commandant promenait sa tache jaune pâle sur les parois du tunnel, léchait le sol humide, et disparaissait dès que le faisceau était orienté droit devant. Les profondes ténèbres dévoraient avidement les faibles rayons projetés par la lampe à moins de 10 pas. Les grincements monotones et agaçants de la draisine roulant vers nulle part se mêlaient au souffle rauque et aux échos de bottes ferrées des hommes qui la suivaient. Tous les cordons du couloir sud étaient déjà derrière eux. Les lueurs de leur feu avaient disparu depuis longtemps. Ils n'étaient plus sur le territoire de VDNKH, et même si ces tunnels qui reliaient VDNKH et Rijskaya étaient considérés comme à peu près sans danger, compte tenu des relations amicales entre les stations du voisinage et des va-et-vient réguliers entre elles, le détachement devait rester vigilant. Le danger ne provenait pas forcément du nord ou du sud, les deux directions prises par le tunnel. Il pouvait se terrer au-dessus, dans les conduits d'aération, à droite ou à gauche, dans les innombrables couloirs et passages qui débouchaient dans le tunnel principal, derrière les portes closes d'anciens locaux de service ou de sorties secrètes. Il attendait en bas, dans des puits mystérieux creusés par les constructeurs du métropolitain, oubliés et abandonnés par les équipes de maintenance, où, dans les profondeurs étreignant d'un froid irrationnel les esprits les plus téméraires, des horreurs avaient commencé à naître, déjà à l'époque où le métro n'était qu'un moyen de locomotion. Voilà pourquoi le faisceau jaune de la lampe du commandant parcourait sans relâche les parois du tunnel. Voilà pourquoi les doigts des hommes de l'arrière-garde caressaient en permanence le cran de sûreté des armes, prêts à les verrouiller en régime automatique et à presser la détente. Voilà pourquoi tout le monde était aussi peu loquace. Le bavardage faisait baisser la garde et empêchait d'écouter la respiration des tunnels. Artyom, sentant la fatigue le gagner peu à peu, continuait à pousser sur le levier qui invariablement remontait dans sa position initiale. Le mécanisme de la draisine grinçait d'un couinement monotone et faisait tourner les roues sans relâche. Il essayait en vain de percer du regard l'obscurité, alors que, en rythme avec les claquements des roues, tournait dans sa tête la phrase entendue la veille de la bouche de Hunter à propos du règne des ténèbres, la forme de pouvoir la plus répandue sur le territoire du métropolitain moscovite. Il essayait de réfléchir à la manière dont il parviendrait jusqu'à Polis. Il essayait de planifier son voyage, mais la douleur aiguë qui le gagnait muscle par muscle, montant depuis les jambes à demi pliées, courant le long de la colonne vertébrale, inondant ses bras, chassait toutes les pensées complexes de sa tête. Une sueur chaude et salée qui avait commencé par perler sur son front coulait maintenant le long de son visage, et les lourdes gouttes s'insinuaient dans ses yeux sans qu'il pût les essuyer car de l'autre côté du mécanisme se trouvait Jeniya, et lâcher le levier équivalait à le laisser travailler seul. Ses oreilles résonnaient du martèlement du sang, et Artyom se souvint que quand il était petit, il aimait à prendre des positions inconfortables pour entendre l'écho de ses battements, parce qu'il lui rappelait le pas cadencé d'un défilé de militaires. Et en fermant les yeux, il s'imaginait maréchal qui regardait marcher au pas, devant lui, les divisions fidèles, où chaque homme de fin de rang maintenait la cadence, comme c'était décrit dans les livres sur l'armée. Enfin, le commandant dit sans se retourner : « Bien, les enfants, descendez et faites-vous relayer. On en est à la moitié. » Artyom, échangeant un regard avec Jeniya, sauta au pied de la draisine, et sans se consulter, les deux jeunes hommes s'assirent sur les rails au lieu de prendre les positions qui leur avaient été assignées. Le commandant les observa attentivement et dit avec sympathie : « Les morveux. »« Complètement morveux, » acquiesça volontiers Jeniya. « Allez, allez, debout. C'est quoi ces manières ? Le devoir nous appelle ? Allez, je vais vous raconter une bonne histoire en route. »« On peut vous en raconter des tonnes, nous aussi, » répondit Jeniya avec aplomb, sans vouloir se lever. « Les vôtres, je les connais par cœur, à propos des Noirs et des mutants, et à propos de vos fameux champignons aussi. Mais il y en a quelques-unes dont vous n'avez même pas entendu parler. Peut-être même que ce ne sont pas des racontars. Seulement, voilà, personne ne peut vérifier leur véracité. Enfin, certains ont voulu vérifier, mais ce qu'ils ont découvert, ils ne sont sûrement plus en mesure de le partager avec nous. » Cette introduction seule avait suffi à Artyom pour trouver un second souffle. Désormais, toute information qui concernait ce qui se trouvait au-delà de Prospect Mira avait pour lui une importance capitale. Il se hâta de se relever et, faisant basculer son haka sur sa poitrine, prit sa place à l'arrière du convoi. Une petite impulsion pour le démarrage,
et les roues reprirent leur refrain grinçant. Le détachement repartit en avant. Le commandant continuait à scruter attentivement les ténèbres, aussi son récit ne leur parvenait que par bribes. « Je serais curieux de savoir ce que votre génération connaît vraiment du métro, disait-il. Vous passez votre temps à vous raconter des fables. Quelqu'un a été quelque part et quelqu'un a tout simplement tout inventé. L'un raconte à l'autre les bobards qu'il tient d'un troisième qui avait déjà enjolivé le récit qu'il avait entendu dans la bouche d'un quatrième, mais qu'il avait fait passer pour ses propres aventures. Voilà le plus grave problème dans ce métro. Il n'y a pas de liaison sûre. Il n'y a aucun moyen de traverser rapidement le métro de part en part. Ici c'est éboulé, là c'est barré, plus loin les gens font n'importe quoi et la situation change tous les jours. Vous pensez que l'ensemble du métropolitain est immense ? Dites-vous bien que pour en joindre les deux extrémités en train, il ne faut pas plus d'1 heure. Mais désormais les gens marchent des semaines durant, et beaucoup n'atteignent pas leur but. Et on ne sait jamais ce qui vous attend réellement derrière le prochain virage. On dirait que nous allons vers la Rijskaïa avec de l'aide humanitaire, mais le problème est que personne, ni moi ni le chef de la station, entre autres, ne peut jurer que nous ne serons pas accueillis par un feu nourri une fois arrivés. Ou que nous n'allons pas découvrir la station en ruine et sans âme qui vive. Ou encore que Rijskaïa est désormais intégrée à la Hanse et que nous n'aurons plus jamais accès au reste du réseau. Il n'y a aucune information sûre. Tu as obtenu des renseignements hier matin, le soir il n'était déjà plus très frais, et il ne faut surtout pas t'y fier aujourd'hui. C'est comme marcher dans des sables mouvants avec une carte vieille d'1 siècle. Les coursiers mettent si longtemps à arriver que les informations qu'ils transmettent sont inutiles, ou bien obsolètes. La vérité est déformée. Jamais l'humanité n'a été confrontée à une situation pareille. Et j'ai peur d'imaginer ce qui arrivera lorsque nous n'aurons plus de combustible pour les générateurs et qu'il n'y aura plus d'électricité. Vous avez lu La machine à explorer le temps de Wells ? Il y avait là-dedans des Morlocks. Pour Artyom, ce monologue avait des airs de redite par rapport à la veille. Il connaissait déjà H.G. Wells et ses Morlocks et n'avait aucune envie d'en entendre parler une deuxième fois. Aussi, malgré les protestations de Jeniya, décida-t-il de faire reprendre à la conversation son cours initial. « Mais alors, que c'est du métro votre génération ?»« Parler du diable dans les tunnels. Pas une bonne idée. À propos du métro 2 et des observateurs invisibles, je ne soufflerai mot. En revanche, je peux toujours vous apprendre des curiosités sur qui occupe quelle station. Vous connaissez par exemple la station Pouchkinskaya ? Elle a des correspondances vers 2 autres stations, la Tchekovskaya et la Tverskaya. Maintenant, tout ça est sous contrôle néo-nazi. Quel néo-nazi ? Demanda Jeniya perplexe. Les bons vieux néo-nazis ? Il y a longtemps, quand nous vivions encore, le commandant désigna le plafond du doigt, il y en avait déjà de stono. Il y avait des skinheads, d'autres qui s'appelaient le RNE, d'autres encore qui luttaient contre l'immigration, des bas du plafond ceux-là, et d'autres enfin qui voulaient je ne sais quoi. C'était à la mode à l'époque. Le diable seul sait ce que leurs sigles signifient. Plus personne ne s'en souvient. Je parie que même eux n'en ont plus aucune idée. Après, tout le monde a cru qu'ils avaient disparu. On n'en voyait nulle part, on n'en entendait plus du tout parler. Et puis, soudain, il y a quelque temps, ils ont refait surface à la Pouchkinskaya. Le métro aux Russes, ça vous dit quelque chose ? Ou encore, fais une bonne action, nettoie le métro. Ils ont commencé par éjecter tous les noms russes de la Pouchkinskaya, puis de la Tchekovskaya, et enfin de la Tverskaya. À la fin, ils ont viré au bestial et se sont lancés dans les exécutions sommaires. Maintenant, chez eux, là-bas, c'est le Reich, le 4e ou le 5e, quelque chose comme ça. Pour le moment, ils ne se répandent pas plus loin, mais ma génération se souvient très bien de l'histoire du XXe siècle, de ce qu'étaient les nazis. Oh, et puis, vous savez, les mutants de la ligne Filevskaya, ils existent bel et bien. Et nos noirs sont là aussi. Et puis, il y a des sectaires, des satanistes, des communistes. Ils dépassèrent des portes défoncées donnant dans d'immenses locaux de service. Il était impossible de dire si c'était aménagé par des techniciens d'entretien ou si c'était un refuge. Tout l'ameublement, un lit superposé métallique et des sanitaires rudimentaires, avait été dérobé des années plus tôt, et plus personne ne s'aventurait dans ces pièces vides disséminées le long des voies. On savait bien qu'elles étaient vides, globalement vides, mais le diable a de ses blagues parfois. Loin devant apparut un faible scintillement.
On devait approcher de l'Alexeevskaya. La station était peu peuplée et il y avait un seul poste de garde, à 50 mètres de l'entrée. Il ne pouvait se permettre davantage. À une quarantaine de mètres du feu allumé par les factionnaires, le commandant ordonna de s'arrêter. Il alluma et éteignit alors sa lampe à plusieurs reprises, selon une séquence prédéterminée, donnant le signal convenu de leur arrivée. Sur fond de flammes se découpa une silhouette sombre. Un des gardes se dirigeait dans leur direction. Il leur cria de loin. « Restez où vous êtes! N'approchez pas !» Artyom se demanda s'il était possible qu'un jour on ne les reconnaisse pas comme des ressortissants d'une station amie et qu'on les accueille par un feu nourri. Sans hâte, le garde frontière arriva à leur hauteur. Il portait un pantalon de camouflage élimé et un sweatshirt avec la lettre A, première du nom de sa station, bien en évidence. Ses joues creusées étaient mangées par la barbe, ses yeux brillaient de manière suspecte et ses mains caressaient nerveusement le canon de la Kalachnikov qui pendait à son cou. Il étudia leur visage, leur sourit en reconnaissant certains, et, en signe de confiance, passa son arme dans le dos. « Parfait, les gars. Comment allez-vous? C'est bien vous qui êtes en transit pour la Rijskaya. On nous avait prévenus. Allez, suivez-moi. » Le commandant engagea vivement la conversation avec le factionnaire, mais à voix basse, et Artyom, espérant lui aussi ne pas être entendu, souffla à Genia. « Il a l'air exténué, celui-là. J'ai bien l'impression qu'ils font alliance avec nous par nécessité. »« Et alors ?» répondit son ami. « Nous aussi, nous avons nos intérêts. Si notre administration l'a accepté, c'est que c'est bon pour nous. Ce n'est pas par bonté d'âme que nous allons les nourrir. » Dépassant le feu du poste des 50 mètres devant lequel était assis un deuxième garde habillé exactement comme le premier, la Drésine entra dans la station. L'Alexeïevskaya était mal éclairée, et ses habitants semblaient silencieux et mélancoliques. Mais ils jetaient aux hôtes de VDNKH des regards amicaux. Le détachement fit halte au milieu du quai, et le commandant décréta une pause cigarette. Artyom et Genia restèrent sur la Drésine pour monter la garde. Les autres rejoignirent les autochtones près du feu. « J'avais jamais encore entendu parler des néo-nazis, » dit Artyom. « On m'a dit un jour qu'ils étaient quelque part dans le métro, » répondit Genia. « Mais on m'avait parlé de la Novokuznetskaya. »« Qui t'a dit ça ?»« C'est Lyoka, » avoua à contre-cœur Genia. « Il t'en a raconté des choses intéressantes, » lui rappela Artyom. « Il n'empêche que les néo-nazis existent bel et bien. D'accord, il s'est planté de station, mais il n'a pas menti, » tentait de se justifier Genia. Artyom se tut et réfléchit. La prétendue pause cigarette allait durer pas moins d'une demi-heure. Le commandant devait s'entretenir avec le responsable de la station, vraisemblablement à propos de l'unification prochaine. Ensuite, il fallait reprendre la route pour arriver avant la fin de la journée à Rijskaya. On dormirait sur place, et après avoir finalisé les derniers détails de l'accord et examiné le câble, enverrait un coursier à VDNKH pour recevoir d'autres instructions. Si le câble pouvait être utilisé pour assurer la communication entre les trois stations, il fallait le dérouler sur le chemin de retour et effectuer les branchements des téléphones. Dans le cas contraire, le détachement rentrerait directement chez lui. Ainsi, Artyom disposait de 2 jours tout au plus. Durant ce temps, il lui faudrait trouver une excuse valable pour franchir les cordons de sécurité au sud de la Rijskaya, dont les gardes étaient encore plus suspicieux que ceux des patrouilles extérieures de VDNKH. Leur méfiance était compréhensible. Là-bas, au sud, commençait le métro à proprement parler, et la frontière sud de la Rijskaya subissait des attaques plus qu'à son tour. Certes, les dangers qui guettaient les habitants de la Rijskaya n'étaient pas aussi mystérieux et effrayants que ceux qui s'abattaient sur VDNKH. En revanche, ils étaient de nature bien plus diverse. Aussi, les défenseurs des frontières sud de la Rijskaya ne savaient jamais à quoi s'attendre, et c'était pour cette raison qu'ils devaient être prêts à parer à toute éventualité. De la Rijskaya à la Prospect Mira couraient 2 tunnels. En faire ébouler un semblait impensable pour d'obscures raisons. Aussi les habitants de la Rijskaya devaient-ils tenir les 2. La surveillance des accès sud mobilisait une énergie et un temps considérables. C'était pour cette raison que la Rijskaya avait besoin de sécuriser les tunnels qui couraient vers le nord. En s'unifiant avec Alexeevskaya et surtout avec VDNKH, les autorités de Rijskaya se déchargeaient de la défense septentrionale sur leurs épaules, assurant par la même occasion la sécurisation des tunnels entre les stations.
ce qui avait l'avantage d'ouvrir ces tunnels à l'exploitation agricole. Du côté de VDNKH, les autorités voyaient dans l'Alliance une manière de s'étendre territorialement et surtout d'accroître leur zone d'influence et de pouvoir. À cause de l'unification prochaine, les autorités de la Rijkaya voulaient prouver à leurs futurs alliés qu'elles n'étaient pas en reste lorsqu'il s'agissait de défendre et de contrôler l'accès des tunnels sud. Pour cette raison, traverser les cordons dans un sens comme dans l'autre n'allait pas être une mince affaire. Et Artyom ne disposait que de quelques dizaines d'heures pour résoudre ce problème. Cependant, même si cette tâche présentait des difficultés, elle ne semblait pas insurmontable. La véritable question était « que faire après ?» Même s'il réussissait à passer les barrages du Sud, il devrait trouver un chemin pour se rendre à Police sans encombre. Comme toute l'affaire s'était faite dans la précipitation, il n'avait pas eu le temps d'étudier à VDNKH le meilleur moyen de se rendre à Police. Chez lui, il aurait pu se renseigner sur les dangers potentiels auprès de colporteurs de ses amis sans éveiller de soupçons. Mais ici, Artyom n'avait pas d'amis, ni sur la Rijkaya, ni sur l'Alexeïevskaya, et mettre sa vie dans les mains de parfaits inconnus était hors de question. Quant à demander son chemin vers Police à quelqu'un du détachement, ce n'était guère envisageable. Dans le meilleur des cas, il ne ferait qu'éveiller des soupçons, et si l'histoire parvenait aux oreilles de Geniya, celui-ci saurait aussitôt qu'Artyom tramait quelque chose. Profitant que Geniya s'était éloignée pour discuter avec une jeune femme assise non loin des voies, Artyom piocha subrepticement dans son sac à dos la petite carte du métro imprimée sur l'envers d'un prospectus publicitaire écorné, et entoura plusieurs fois la station Police avec un moignon de crayon noir. Le chemin pour s'y rendre semblait facile et pas très long. Dans ces temps reculés et mythiques qu'évoquait le commandant, quand les gens n'étaient pas obligés de se munir d'une arme pour entreprendre le voyage de station en station, même quand il fallait prendre une correspondance vers une autre ligne, dans ces temps où parcourir une ligne d'un terminus à l'autre ne prenait pas plus d'1 heure, dans ces temps où les seuls habitants des tunnels étaient les trains roulant à grande vitesse, dans ces temps, il aurait été possible de couvrir la distance qui séparait Police de VDNKH rapidement et sans incident. Tout droit sur la même ligne jusqu'à Tourguenevskaya. Là-bas, prendre la correspondance pour Tchistiye Proudi, ainsi qu'on l'appelait sur cette vieille carte, ou Kirovskaya, ainsi que l'avaient rebaptisé les communistes. Et tout droit sur la ligne rouge, la ligne Sokolnitcheskaya, jusqu'à Police. À l'époque des trains et des lampes projetant la lumière blanche, un tel voyage n'aurait pas pris plus de 30 minutes. Mais depuis que la ligne rouge s'écrivait avec une majuscule, et depuis que l'étendard cramoisi flottait au-dessus de la correspondance vers Tchistiye Proudi, il ne servait à rien de rêver pouvoir rejoindre Police par le chemin le plus court. Dans des circonstances bien connues, la direction de la ligne Krasnaya renonça à ses tentatives de rendre heureux contre leur gré les habitants de l'ensemble du métropolitain moscovite en exportant et en généralisant le gouvernement des soviets et s'attacha à une nouvelle doctrine qui prétendait possible la construction du communisme sur une seule et unique ligne. Et même si elle n'avait pas la force d'oublier le rêve collectiviste et qu'elle continuait d'appeler l'ensemble du métro « métro Lénine », la direction de la ligne Krasnaya n'entreprenait aucune démarche concrète dans ce sens. Cependant, malgré l'apparent amour pour son prochain montré au monde extérieur, l'essence paranoïaque du régime ne s'était en rien altérée. Des centaines d'agents au service de la sûreté intérieure nommés à l'ancienne, non sans une pointe de nostalgie, KGB, surveillaient constamment et méticuleusement les citoyens heureux de la ligne rouge. Quant à l'intérêt qu'ils portaient aux ressortissants de lignes étrangères en visite chez eux, il était littéralement sans borne. Sans une autorisation spéciale émanant des sphères du pouvoir rouge, personne ne pouvait accéder à leur station. Les contrôles de passeports à répétition, la surveillance permanente et la suspicion chronique repéraient immédiatement tant les voyageurs égarés par mégarde que les espions étrangers. Les premiers étaient considérés de la même manière que les seconds. Le sort des uns et des autres était fort triste. C'est pour cela qu'il ne servait à rien à Artyom de planifier la traversée de 3 stations et 3 tunnels appartenant à la ligne rouge. De toute manière, il était peu probable que la route vers le cœur du métro, vers Police, fût aussi simple. La seule évocation de ce nom dans une conversation provoquait chez ceux qui l'entendaient, et Artyom n'était pas en reste, un silence religieux.
Encore aujourd'hui, il se souvenait précisément de la première fois où il avait entendu ce mot inconnu, prononcé par un invité de son père adoptif dans un de ses récits. Après le départ de l'invité, il avait demandé à Sukhoi d'une toute petite voix quel en était le sens. Celui-ci l'avait alors regardé longuement, avant de dire d'une voix où imperceptiblement perçait la mélancolie: « Artyom, mon petit, c'est sans doute le dernier endroit sur cette terre où les hommes vivent comme des hommes. Le dernier où ils n'ont pas encore perdu la mémoire de ce qu'est l'être humain et de la manière dont ce mot doit résonner. » Il avait eu un sourire triste avant d'ajouter: « C'est la cité. » Une immense place souterraine dans la plus grande des correspondances du métro moscovite. Les 4 stations, Alexandrovski Sad, Arbatskaya, Borovitskaya et Biblioteka Imeni Lenina, qui y étaient reliées, ainsi que les couloirs de liaison. Voilà ce qu'était Polis. Sur cet immense territoire s'étendait le dernier véritable foyer de civilisation, avec une telle concentration d'habitants que les provinciaux qui y avaient séjourné au moins une fois ne le désignaient plus que comme la ville. Quelqu'un donna à la ville un autre nom, dont la signification était strictement la même: Polis. Et peut-être à cause de l'écho lointain, à peine perceptible, d'une culture ancienne, puissante et belle, ainsi que de la promesse d'un patronage prestigieux qu'il portait en lui, ce nom étranger s'imposa de lui-même. Polis était une entité unique dans le métro. C'était le seul endroit où il était possible de rencontrer des gardiens des savoirs anciens, qui n'avaient pas d'application dans ce rude monde nouveau dont les règles avaient changé. Ces connaissances devenaient pour les habitants des autres stations, et plus généralement du métro, s'enlisant petit à petit dans le chaos et l'ignorance, parfaitement inutiles. Tout comme ceux qui les détenaient. Chassés de partout, ils ne trouvaient refuge qu'à Polis, où ils étaient toujours accueillis à bras ouverts, car le pouvoir y était détenu par leurs semblables. C'était pour cette raison qu'à Polis, et seulement à Polis, on pouvait rencontrer de vieux professeurs qui occupaient autrefois des chaires dans des universités prestigieuses, aujourd'hui en ruine, que se disputaient les rats et la moisissure. Seulement là vivaient les derniers peintres, musiciens et poètes, les derniers physiciens, chimistes et biologistes, ceux qui conservaient à l'intérieur de leur boîte crânienne tout ce que l'humanité avait acquis en plusieurs millénaires de développement ininterrompu, ceux dont la mort sonnerait le glas du savoir. Polis se situait à l'endroit précis où jadis se trouvait le cœur même de la ville. D'ailleurs, juste au-dessus de Polis se dressait la bibliothèque Lénine, le plus vaste entrepôt de connaissances d'une époque révolue. Des centaines de milliers de livres écrits dans des dizaines de langues, traitant vraisemblablement de tous les domaines où avait travaillé l'intellect humain et où s'accumulait le savoir. Des centaines de tonnes de papier recouverts de toutes les lettres, tous les signes et hiéroglyphes possibles, dont une partie ne pouvait plus être lue par personne, puisque les langues dans lesquelles elles étaient rédigées avaient disparu en même temps que les peuples qui les parlaient. Bien des livres, cependant, pouvaient encore être lus et compris, si bien que leurs auteurs morts depuis des siècles pouvaient beaucoup apprendre aux vivants. De toutes les confédérations, empires ou stations puissantes qui pouvaient se permettre d'organiser des expéditions à la surface, seule Polis envoyait les stalkers à la recherche de livres. Là-bas, on accordait au savoir un prix tel qu'on était prêt à risquer la vie des volontaires du cru, à payer des honoraires astronomiques aux mercenaires et à renoncer aux biens matériels pour acquérir des nourritures spirituelles. Et malgré l'apparent manque de bon sens et l'idéalisme de son gouvernement, Polis tenait bon, année après année, épargné par les malheurs. Si quelque chose menaçait sa sécurité, il semblait que tout le métro fût prêt à se porter à son secours. Les échos des derniers affrontements dont Polis avait été le théâtre à l'époque de la guerre mémorable qui avait opposé la ligne Krasnaya à la Hanse s'étaient tus, et à nouveau, autour de Polis, s'étendait l'aura magique d'invulnérabilité et de réussite. Quand Artyom pensait à cet endroit étonnant, il ne trouvait rien de bizarre à ce que le chemin pour s'y rendre ne fût pas facile. Il devait forcément être emmêlé, semé de dangers et d'épreuves, sinon le but même du voyage perdait une part de mystère et de merveilleux. Si le chemin via la Kirovskaya, en suivant la ligne Krasnaya pour rejoindre la bibliothéka Imeni Lenina, semblait irréaliste et extrêmement dangereux, traverser les frontières de la Hanse pour emprunter la ligne circulaire paraissait réalisable.
Artyom s'absorba dans l'étude de la vieille carte avec une attention accrue. S'il parvenait à rejoindre les territoires intérieurs de la Hanse, en inventant une raison, en baratinant les gardes du cordon de sécurité, par la force, ou encore d'une autre manière, la route qui le mènerait à Police serait relativement courte. Artyom posa son doigt sur la carte et le fit courir sur le tracé des lignes. S'il descendait depuis Prospect Mira sur le côté droit de l'anneau, il n'y avait que 2 stations appartenant à la Hanse pour gagner la Kourskaya. Là, en empruntant la correspondance, il arriverait sur la ligne Arbatsko-Pokrovskaya. Une fois sur cette ligne, la station Arbatskaya, c'est-à-dire Police, n'était plus très loin. Il restait certes le problème de la Plotchad Revolutsi, qui avait été donné aux autorités de la ligne Krasnaya en échange de la station Bibliotheka Imeni Lenina. Mais les Rouges devaient garantir le libre transit des voyageurs. C'était d'ailleurs l'un des points les plus importants des accords de paix. Et comme Artyom n'avait aucune intention de monter sur la station, juste de la longer en suivant les voies, en théorie, tout devait se passer sans encombre. Après quelques réflexions, il décida de se tenir à ce plan. En chemin, il essaierait de glaner davantage d'informations sur les stations qu'il allait traverser, et il serait toujours temps de modifier son itinéraire en cas de nouvelles alarmantes. En promenant ses yeux sur les entrelacs des lignes et les nombreuses stations de correspondance, il jugea que le commandant exagérait un petit peu quand il décrivait les difficultés rencontrées, même sur de courts trajets, lors des déplacements dans le métro. Par exemple, il pouvait tout aussi bien choisir, après Prospect Mira, de prendre non pas à droite, mais à gauche. Artyom fit courir son doigt sur la ligne circulaire, jusqu'à la Kievskaya. Et là-bas, il y avait le choix entre rejoindre la ligne Filevskaya ou l'Arbatsko-Potrovskaya, et il n'avait que 2 stations à parcourir pour arriver à Police. Sa mission ne semblait plus à Artyom aussi irréalisable. Ce petit exercice avec la carte l'avait aidé à prendre confiance en lui. Il savait désormais comment agir et ne doutait plus qu'une fois le détachement arrivé à la Rivskaya, lui ne rentrerait pas à la maison, à VDNKH, mais poursuivrait sa route jusqu'à Police. « Tu étudies le plan ?» fit juste à côté de son oreille la voix de Jenia qu'Artyom n'avait pas entendu arriver, absorbé qu'il était par ses pensées. Il bondit de surprise et, embarrassé, tenta de dissimuler la carte. « Oui, non, enfin... je voulais voir sur la carte où il se trouve ce Reich dont on nous a parlé. »« Et alors, t'as trouvé ?»« Non ?»« Ah, là, laisse, je vais te montrer, » déclara Jenia avec un air de supériorité. Il avait le don de se repérer dans le métro bien mieux qu'Artyom, bien mieux que tous ses concitoyens d'ailleurs, et il en tirait une certaine fierté. Sans hésitation, il planta le doigt sur la triple correspondance entre la Tchekovskaya, la Pouchkinskaya et la Tverskaya. Artyom soupira de soulagement, mais son ami décida que c'était d'envie. « T'inquiète, un jour tu te débrouilleras aussi bien que moi, » conclut-il pour consoler Artyom. Ce dernier se composa un masque de gratitude et se hâta de changer de sujet. « Combien de temps dure notre arrêt ?» demanda-t-il. « Allez les jeunes, en route !» La voix de basse du commandant résonna et Artyom comprit que la pause était terminée sans qu'il ait pris le temps de manger un morceau. Son tour était venu de faire avancer la drésine avec Jenia. Les rouages grincèrent, les semelles ferrées de bottes résonnèrent sur le béton, et ils entrèrent à nouveau dans le tunnel. Cette fois, le détachement se déplaça dans le calme, et seul le commandant qui avait appelé Kirill à ses côtés, et marché avec lui d'un même pas, devisait à voix basse. Artyom n'avait ni la force ni l'envie de prêter l'oreille à ce qui se disait devant. Toute son énergie était accaparée par cette maudite drésine. L'homme qui fermait la marche, désormais seul, ne semblait pas rassuré et jetait régulièrement derrière lui des regards inquiets, craintifs. Artyom, qui lui faisait face, debout sur la drésine, voyait parfaitement qu'il n'y avait rien d'effrayant derrière eux. En revanche, il devait se retenir pour ne pas regarder par-dessus son épaule pour voir ce qui se passait devant. Cette crainte et ce manque d'assurance le poursuivaient toujours, et pas seulement lui. Tous les voyageurs solitaires connaissaient cette sensation. On avait même inventé un nom spécifique, la peur du tunnel. Quand on marche dans un tunnel, d'autant plus avec une lampe de poche défaillante, on a toujours l'impression que le danger guette derrière son dos. Parfois, cette appréhension est si aiguë que l'on a la sensation physique d'un regard sur la nuque, et pas seulement d'un regard.
comment savoir qui ou ce qui se tient là, et si ses intentions sont pacifiques? Il arrive que ce sentiment soit si fort qu'on n'y tient plus. On fait volte-face, on pointe la lampe dans l'obscurité, et il n'y a personne. Seulement le silence, seulement le vide. Tout a l'air calme. Mais pendant qu'on se retourne dans les ténèbres, à s'en faire mal aux yeux, la sensation renaît tout doucement derrière, dans le dos, toujours dans le dos. Et à nouveau cette envie de faire volte-face, de balayer le tunnel du faisceau lumineux, au cas où quelqu'un se serait glissé derrière pendant qu'on regardait dans l'autre direction, et encore, et encore. Il est crucial dans ces cas-là de ne pas perdre son sang-froid, de ne pas céder à l'angoisse, de se convaincre que ce n'est que l'imagination, qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, qu'il n'y a eu aucun bruit. Mais il était très difficile de se maîtriser, surtout lorsqu'on était seul. Certains voyageurs avaient perdu la raison de cette manière. Ils ne pouvaient plus recouvrer leur calme, même en arrivant dans une station habitée. Au bout d'un certain temps, bien sûr, par un lent processus, ils retrouvaient leur contenance, mais plus jamais ils ne pouvaient remettre les pieds dans un tunnel. Ils étaient aussitôt saisis par cette oppressante inquiétude, connue de tous les habitants du métro, mais pour eux devenue une terreur insurmontable. « Ne t'inquiète pas, je surveille !» cria Artyom à celui qui fermait la marche pour l'encourager. L'autre opina du chef, mais, quelques minutes plus tard, n'y tenant plus, se retourna à nouveau. C'était dur. « Sergueï connaît quelqu'un qui a perdu la boule exactement comme ça, dit doucement Geniya, comprenant l'intervention d'Artyom. Enfin, chez lui, la raison était un peu plus sérieuse. Il avait décidé, vois-tu, de traverser seul le fameux tunnel de la Soukarevskaya. Tu te souviens? Celui dont je t'ai déjà parlé. Celui où, seul, tu ne passes pas. Et en groupe, pas de problème. Eh bien, il a survécu, le type. Et tu sais pourquoi? Geniya eut un sourire. Parce qu'il n'a jamais eu le courage de dépasser les 100 mètres. Quand il y était entré, il fallait le voir pérorer, sûr de lui, déterminé. Au bout de 20 minutes, il est revenu, les yeux exorbités, les cheveux dressés sur la tête et incapable d'aligner 3 mots. On n'a rien pu en tirer, ni à l'époque, ni plus tard. Et depuis ce temps-là, il parle comme ça, sans que personne n'y comprenne rien. Mais la plupart du temps, il mugit. Et pas moyen de le faire entrer dans un tunnel. Il est toujours coincé là-bas à faire la manche. C'est leur idiot du village. T'as saisi la morale? Oui, acquiesça Artyom, sans en être certain. Durant quelque temps, le détachement se déplaça sans un mot. Artyom s'était à nouveau absorbé dans ses pensées, cherchant une excuse vraisemblable qu'il pourrait faire gober aux gardes en faction à la sortie de la Rijskaya. Il se rendit soudain compte qu'un bruit bizarre, qui émanait du tunnel et dont le volume sonore augmentait régulièrement, l'empêchait de se concentrer. Ce bruit, difficile à discerner au début, à la limite entre l'audible et les ultrasons, gagnait en volume lentement et imperceptiblement. Aussi était-il impossible de déterminer le moment où Artyom avait commencé à le percevoir. À l'instant où il avait pris conscience de ce bruit, il était déjà assez fort et ressemblait à un chuchotement sifflant, incompréhensible et inhumain. Artyom balaya du regard ses compagnons. Tous marchaient en cadence et en silence. Le commandant avait épuisé la conversation avec Kirill. Geniya était pris dans ses propres pensées, et l'homme qui fermait la marche regardait droit devant lui avec sérénité. Il n'entendait rien. Rien. Artyom fut saisi par la peur. Le calme et le silence de tout le détachement, d'autant plus remarquable sur fond de chuintements allant crescendo, étaient inexplicables et inquiétants. Artyom laissa échapper le levier et se dressa de toute sa taille. Geniya le regarda, étonné. Ses yeux étaient clairs. Il n'y avait aucune trace d'altération de son état de conscience, comme le redoutait d'y trouver Artyom. « Qu'est-ce qui te prend » lâcha-t-il en colère. « T'es fatigué? Tu peux prévenir avant de lâcher le levier. »« Mais tu n'entends rien » demanda Artyom abasourdi, et quelque chose dans sa voix fit changer d'attitude Geniya. Il tendit l'oreille sans arrêter d'actionner le levier. Cependant, la draisine ralentit car Artyom se tenait toujours debout, l'air égaré, s'efforçant de discerner les échos du bruit étrange. Le commandant s'en aperçut et se retourna. « Qu'est-ce qui se passe? Les batteries sont à plat ?»« Vous n'entendez rien ?» lui demanda Artyom. En même temps,
Une impression désagréable l'étreignit. Il n'y avait aucun son, puisque personne ne l'entendait. Il commençait simplement à perdre les pédales. La peur provoquait chez lui des hallucinations, à cause des histoires et à cause des ténèbres qui rampaient à un pas derrière l'homme qui fermait la marche. Le commandant fit signe de s'arrêter pour que les grincements de la drésine et les échos des pas ne le gênent pas, et il se figea. Ses mains glissèrent vers son haka alors qu'il restait là, immobile, concentré, une oreille tournée vers le tunnel. Le bruit étrange était toujours là. Artyom l'entendait clairement désormais. Et plus sa perception devenait limpide, plus il observait attentivement, avec une anxiété grandissante, le visage du commandant pour deviner si ce dernier l'entendait également. Mais les traits du commandant se détendaient, et Artyom fut submergé par un cuisant sentiment de honte. Bravo! Il avait fait arrêter le détachement pour une broutille. Il avait paniqué et semé l'inquiétude chez les autres. Jenilla ne semblait rien entendre non plus, même s'il tendait l'oreille de toutes ses forces. Abandonnant enfin, il se tourna avec un sourire moqueur vers Artyom et, le regardant dans les yeux, demanda d'un air pénétré. « Tu hallucines ?»« Va te faire voir, laissa tomber Artyom, agacé. « Quoi, vous êtes devenu sourd ?»« Tu hallucines, conclut triomphalement Jenilla. « Silence. Il n'y a vraiment rien. Tu as cru entendre quelque chose. C'est rien, ça arrive. Détends-toi, Artyom. Reprends ton poste et on repart, dit le commandant doucement, désireux d'apaiser la situation. Et il se remit en route. Artyom ne pouvait rien faire que reprendre sa place. Il essayait de se convaincre que les chuchotements n'étaient que le fruit de son imagination, causés par la tension. Il essayait de se détendre, de se vider l'esprit en espérant qu'en même temps que les pensées inquiètes, il réussirait à chasser ce son étrange de sa tête. Il parvint à faire taire ses pensées, mais profitant de la place disponible, le bruit s'y engouffra plus retentissant et plus limpide que jamais. Il gagnait en intensité à mesure que l'expédition progressait vers le sud. Quand il devint si fort qu'on l'aurait cru audible de tout le métro, Artyom remarqua soudain que Jenilla ne travaillait plus que d'une seule main. De l'autre, dans un geste mécanique et inconscient, il se frottait les oreilles. « Qu'est-ce qui t'arrive » lui souffla Artyom. « Je sais pas. Elle se bouche. »« Et t'entends quelque chose » demanda Artyom avec un espoir mêlé de crainte. « Non, j'entends rien. Mais ça fait comme un étau » chuchota Jenilla d'une voix où il ne restait plus une trace d'ironie. Le son atteignit un volume insupportable, et ce fut à ce moment précis qu'Artyom en vit la source. Un des tuyaux qui couraient le long de la paroi du tunnel et incluait les réseaux de communication avec Dieu seul savait quoi d'autre avait littéralement explosé à cet endroit. Et c'était de sa gueule noire et béante, entourée de bords métalliques déchiquetés, hérissés dans toutes les directions, que s'échappait ce bruit bizarre. Il venait des tréfonds du tuyau, et seul Artyom eut le temps de se demander pourquoi il ne contenait aucun câble, ni rien d'autre que du vide et des ténèbres, lorsque le commandant s'arrêta soudain et articula lentement avec beaucoup d'effort. « Les gars, est-ce que ça vous dirait de faire une pause ici ? Je me sens pas très bien. J'ai la tête comme dans du coton. » D'un pas mal assuré, il se dirigea vers la draisine, mais à 1 mètre à peine de son but, il s'effondra. Jenilla le regardait d'un air perdu, immobile, se tordant les oreilles des 2 mains. Kirill poursuivait sa route seul, comme si rien ne s'était produit, et sans réagir aux appels de ses compagnons. L'homme qui fermait la marche s'assit sur les rails et se mit brusquement à pleurer comme un enfant. Le faisceau de la lampe de poche se figea sur le plafond du tunnel, et l'éclairage en contre-plongée conféra à la scène un air encore plus sinistre. Artyom sentit la panique le gagner. Il semblait qu'il fût le seul de leur détachement dont l'esprit n'avait pas été affecté, mais le volume sonore l'empêchait de se concentrer sur la moindre pensée élaborée. Désespéré, il se boucha les oreilles et le son reflua légèrement. Il gifla alors Jenilla qui continuait à se frotter les oreilles d'un air hébété et hurla de toutes ses forces pour couvrir le bruit ambiant, oubliant qu'il était le seul à l'entendre. « Relève le commandant! Pose-le sur la draisine! Faut pas qu'on reste ici! Faut qu'on se barre au plus vite !» Il sauta à terre et ramassa la lampe torche avant de se jeter à la poursuite de Kirill qui marchait tel un somnambule dans les ténèbres compactes du tunnel. Par chance, Kirill progressait d'un pas lent.
En quelques enjambées, Artyom parvint à sa hauteur et le frappa sur l'épaule. Mais l'autre continuait d'avancer, et il s'éloignait de plus en plus de leur compagnon. En désespoir de cause, Artyom se jeta devant lui et pointa le faisceau de la lampe sur ses yeux. Ils étaient fermés, mais le visage de Kirill s'anima soudain. Il plissa les yeux et manqua un pas. Artyom le retint, souleva sa paupière et braqua la lumière directement sur son iris. Kirill poussa un cri et se mit à battre des paupières tout en secouant la tête. Quelques longues secondes plus tard, il ouvrit les yeux et posa sur Artyom un regard chargé d'incompréhension, comme s'il sortait d'un rêve. Ils retournèrent vers la draisine et Artyom dut guider un Kirill aveuglé par le traitement qu'il lui avait fait subir. Sur le véhicule, à côté du bord inanimé du commandant, l'air toujours aussi hébété et hagard, était assis Jeniya. Abandonnant Kirill à côté de la draisine, Artyom se précipita vers l'homme qui fermait la marche et qui pleurait toujours, assis sur les rails. En plongeant dans ses yeux, le jeune homme rencontra un regard rempli de peine et de douleur si aigu qu'il en eut un mouvement de recul, sentant monter les larmes contre sa volonté. « Ils sont tous morts, tous. Ils ont tant souffert. » Artyom essaya de remettre l'homme sur ses pieds, mais celui-ci se dégagea brusquement et cria d'une voix haineuse. « Bande de chiens! Monstres! J'irai pas avec vous. Je veux rester ici. Ils sont si seuls. Ils ont tellement mal. Et vous voulez m'emmener? Tout est votre faute. J'irai pas avec vous. Nulle part. Lâchez-moi, t'as compris? » Artyom voulait le gifler, espérant que ça lui ferait au moins reprendre ses esprits. Mais il craignait que dans un pareil état d'énervement, l'autre s'engage dans un pugilat. Aussi s'agenouilla-t-il, et tentant de passer outre le vacarme dans sa tête, il parla d'une voix douce, sans comprendre réellement ce dont il était question. « Mais tu veux les aider, toi, pas vrai? Tu veux qu'ils cessent de souffrir. » L'autre le regarda à travers ses larmes, et un sourire timide sur les lèvres chuchota. « bien sûr que je veux les aider. Dans ce cas, tu dois m'aider moi. Ils veulent que tu m'aides. Va à la draisine et prends place devant le levier. Tu dois m'aider à rejoindre la station. »« C'est eux qui te l'ont dit ?» demanda l'autre méfiant. « Oui, » répondit fermement Artyom. « Et après, tu me laisseras retourner les rejoindre ?»« Je te donne ma parole que, si tu le souhaites, je te laisserai revenir ici, » lui assura le jeune homme, et sans offrir à son interlocuteur l'opportunité de changer d'avis, il l'entraîna vers la draisine. Ordonnant aux 3 hommes valides de la faire avancer, et ayant pris soin de pousser le commandant, toujours inerte au plus loin du bord, Artyom se plaça en tête du détachement, la mitraillette pointée vers les ténèbres, et s'élança d'un bon pas droit devant lui. S'étonnant lui-même de ses initiatives et des résultats obtenus, il entendit la draisine s'ébranler et rouler derrière lui. Il sentait qu'il commettait une erreur tactique inacceptable en laissant ses arrières sans surveillance. Mais le plus important était de quitter au plus vite cet endroit sinistre. Avec 3 hommes pour manier le levier, la draisine roulait plus vite qu'avant l'arrêt. Artyom sentait avec soulagement le vacarme s'assourdir peu à peu et l'impression de danger s'étioler. Il continuait à crier aux autres de ne pas relâcher l'effort quand il entendit derrière lui la voix sobre et étonnée de Jeniya. « Qu'est-ce qui te prend de nous donner des ordres ?» Artyom fit signe de s'arrêter, comprenant qu'ils avaient enfin dépassé la zone dangereuse. Il rejoignit les autres et, à bout de force, s'affaissa sur le sol en appuyant son dos contre la draisine. Chacun reprenait ses esprits. L'homme qui fermait la marche avait arrêté de renifler et se massait les tempes en regardant autour de lui, l'air perplexe. Le commandant se redressa avec force gémissements et lamentations et se plaignit d'une violente migraine. Une demi-heure plus tard, le détachement pouvait reprendre la route. Et Artyom mis à part, personne ne se souvenait de rien. Tu sais, c'était comme si un poids m'était tombé dessus, dans la tête, le brouillard. Et puis d'un coup, clac, tout s'est éteint. Ça m'est déjà arrivé une fois à cause d'un gaz dans un tunnel, loin d'ici. Mais si c'était un gaz, il aurait dû agir différemment. Sur tout le monde en même temps, sans discrimination et avec le même effet. Et toi, t'entendais toujours ton bruit? Ouais, bizarre tout ça, quoi qu'on en dise. Réfléchissait à voix haute le commandant. Et que Nikita en vienne à chialer? Hein? Nikita Vassilievitch? Qui est-ce que tu pouvais bien plaindre? Demanda-t-il à l'homme qui fermait la marche. Le diable le sait,
Je me rappelle plus. Enfin, il me semble qu'il y a encore 1 minute, je m'en souvenais. Et puis, hop, tout s'est envolé. Tu sais, comme quand tu sors d'un rêve, juste au réveil. Tu te souviens de tout, tout est limpide, là, devant tes yeux. Et quelques minutes plus tard, quand t'es bien réveillé, il n'y a plus rien. Seulement quelques bribes. Là, c'est pareil. Je me souviens juste que j'éprouvais beaucoup de compassion. Mais pour qui? Pourquoi? C'est le vide absolu. Vous vouliez rester là-bas, dans le tunnel, pour toujours, avec eux. Vous vous débattiez. Je vous ai promis que si vous le vouliez, je vous autoriserais à y retourner, dit Artyom en jetant des regards en coin en direction de Nikita. Eh bien, voilà, je vous y autorise, ajouta-t-il avec un ricanement. Non, merci, répondit sombrement l'intéressé, et un frisson le parcourut. J'ai comme qui dirait changé d'avis. Bien les gars, ça suffit comme ça. On a mieux à faire que de rester au milieu de ce tunnel. D'abord on arrive, ensuite on en discute. Parce que je vous rappelle qu'il nous faudra trouver un moyen pour rentrer. Encore que, à quoi bon faire des plans à si long terme? Un jour comme celui-ci, plaise à Dieu que nous arrivions à bon port. Allons-y, conclut le commandant. Hé Artyom, viens, tu vas marcher à mes côtés. T'es notre héros du jour, ajouta-t-il soudainement. Kirill ferma la marche. Jeniya, malgré ses protestations, et Nikita restèrent à leur poste sur la draisine, et le détachement se remit en route. Tu dis qu'un tuyau a explosé là-bas? Et c'est de là-dedans que sortait le bruit que tu entendais? Tu sais quoi, Artyom? Peut-être qu'en réalité nous sommes tous des abrutis complètement bouchés. Et toi, t'as une sorte d'intuition pour ces saloperies. Pour le coup, mon gars, t'as de la chance d'avoir ce don, soliloquait le commandant. C'est quand même bizarre que ça sorte d'un tuyau. Et un tuyau vide en plus. C'est bien ce que t'as dit? Dieu sait ce qui circule dans ces tuyaux, poursuivit le commandant en regardant avec appréhension l'enchevêtrement des conduites qui couraient le long des parois du tunnel. Il restait très peu de chemin à parcourir jusqu'à la Rijkaya. Au bout d'un quart d'heure de route, ils virent scintiller les feux du cordon de sécurité. Le commandant fit ralentir l'allure et émit le signal convenu à l'aide de sa lampe. Les gardes frontières laissèrent passer l'expédition sans délai et la draisine entra dans la station. La Rijkaya était en bien meilleur état que l'Alexeïevskaya. Dans les temps anciens, il y avait au-dessus de la station un très grand marché, et parmi ceux qui avaient pu à l'époque courir se mettre à l'abri dans le métro, on comptait beaucoup de commerçants. Depuis cette époque, la station était peuplée de gens entreprenants. La proximité de Prospect Mira et, par extension, de la Hanse et des principales voies commerciales concourait à sa réussite. La lumière y était rouge, celle des éclairages de secours, comme à VDNKH. Les patrouilles étaient habillées dans des tenues de camouflage élimées, mais qui en imposaient davantage que les sweatshirts portés par les gardes d'Alexeïevskaya. Les nouveaux venus se virent attribuer une tente séparée. Désormais, la perspective d'un retour prochain n'était plus à l'ordre du jour. La nature du nouveau danger et les moyens d'y mettre un terme n'étaient pas clairs. L'administration de la station et le commandant du détachement de VDNKH s'étaient réunis pour en délibérer, ce qui laissait aux autres membres du groupe un surplus de temps libre. Artyom, fatigué et à bout de nerfs, se laissa choir sur son lit de camp, la tête la première. Il n'avait pas envie de dormir, mais il ne lui restait plus une once d'énergie. Quelques heures plus tard, un dîner festif serait donné en l'honneur des invités, et, à en juger par les clins d'œil et les messes basses de leur hôte, le menu comporterait de la viande. Pour le moment, il pouvait rester couché et ne penser à rien. Le bruit à l'extérieur de la tente allait crescendo. On avait dressé les tables pour le festin au centre de la station, à côté du foyer principal. Artyom, n'y tenant plus, sortit pour observer les préparatifs. Quelques personnes nettoyaient le sol et dépliaient une bâche. Non loin, sur les voies, quelques autres découpaient de la viande de porc. D'autres encore débitaient en morceaux un rouleau de fil d'acier. Voilà qui présageait des brochettes. Les murs de la station étaient inhabituels. Ils n'étaient pas recouverts de marbre comme ceux de VDNKH ou de l'Alexeïevskaya, mais de faïence rouge et jaune. Ce mariage de couleurs devait dégager une impression de joie à une certaine époque. Et même si désormais tout était recouvert d'une pellicule de suie et de graisse, un petit air de bien-être subsistait encore. Mais le plus impressionnant était la rame. Une véritable rame, aux vitres brisées et aux portes ouvertes, arrêtée sur l'autre voie.
une moitié dans la station, l'autre dans le tunnel. Voir une rame n'était pas chose courante. En 20 ans, nombre d'entre elles, surtout celles coincées dans les tunnels, et qui n'étaient donc pas destinées à l'habitation, avaient été démontées pièce par pièce, chacune trouvant un nouvel usage selon les stations où elles échouaient. Le père adoptif d'Artyom lui avait raconté que, dans la zone de la Hanse, une des voies avait été nettoyée de toute rame pour que les draisines charriant des marchandises ou des passagers puissent circuler sans encombre. D'après certaines rumeurs, les dirigeants de la ligne Krasnaya avaient procédé de même. Dans le tunnel que le détachement venait d'emprunter et qui courait de VDNKH jusqu'à Prospect Mira, il ne restait plus une seule rame, mais c'était sans doute le fruit du hasard. Petit à petit, les habitants de la station commencèrent à affluer, et Jeniya, encore ensommeillée, apparut sur le seuil de la tente. Une demi-heure plus tard arrivèrent les autorités locales et le commandant du détachement d'Artyom. Les premières brochettes crépitèrent sur les braises. Les officiels et le commandant souriaient et plaisantaient beaucoup, sans doute satisfaits des résultats des pourparlers. On déboucha une bouteille d'un torboyau local. Des toasts furent portés, et les réjouissances battirent leur plein. Artyom grignotait sa brochette et léchait la graisse chaude qui coulait sur ses mains, les yeux rivés sur les braises du foyer principal d'où émanait la chaleur et une impression inexplicable de bien-être et de quiétude. « C'est toi qui les as tirés du piège ?» lui demanda un homme assis près de lui qu'il ne connaissait pas et qu'il observait attentivement depuis plusieurs minutes. Artyom sursauta. Absorbé dans ses observations et ses réflexions, fasciné par la contemplation des tisons dans les flammes, il en avait oublié l'existence de son environnement immédiat. Il répondit par une autre question. « Qui vous l'a dit ?» Il observa l'inconnu. L'homme, cheveux courts, mal rasé, portait un blouson en cuir taillé grossièrement, mais d'apparence solide, d'où dépassait un épais maillot rayé de marin. Artyom ne décela rien de suspect. Son interlocuteur ressemblait à n'importe quel colporteur dont pullulait la station. « Qui ? Bah, votre brigadier, là, répondit l'autre en désignant du menton, le commandant du détachement, assis un peu plus loin, et engagé dans une conversation animée avec ses collègues. Oui, bon, c'est moi, reconnut Artyom sans entrain. Lui qui avait projeté de nouer quelques relations utiles dans la station, il ne se sentait plus d'attaque maintenant qu'une occasion parfaite se présentait. Moi, c'est Bourbon. Et toi, tu t'appelles comment ? Continua l'inconnu. Bourbon ? S'étonna Artyom. Pourquoi ce nom ? C'était pas un roi, ça ? Non, mon gars, c'était un alcool. De l'eau de feu, tu comprends ? Elle mettait vraiment de bonne humeur, d'après ce qu'on dit. Et toi, c'est comment alors ? Insista Bourbon. Artyom. Dis-moi, Artyom, quand est-ce que vous comptez retourner chez vous ? Bourbon poursuivait son interrogatoire et la méfiance d'Artyom s'accroissait d'autant. J'en sais rien. De toute façon, maintenant, plus personne ne peut dire quand on va rentrer. Si vous avez entendu ce qui nous est arrivé, vous devriez pouvoir arriver à cette conclusion par vous-même, répondit froidement Artyom. Écoute, tu peux me tutoyer. Je ne suis pas beaucoup plus âgé que toi pour ce genre de... Pour faire court, ce que je veux dire, c'est... J'ai du boulot pour toi, mon gars. Pas pour vous tous du détachement. Un truc genre perso, tu vois. J'ai comme qui dirait besoin de ton aide, tu comprends ? C'est pas long. Artyom ne comprenait rien. Le débit haché de son interlocuteur et quelque chose dans son discours, dans ses intonations, augmentait la tension intérieure qu'il éprouvait. Prolonger cette incompréhensible conversation était la dernière chose qu'il avait envie de faire à cet instant. « Hé, mon gars, détends-toi » dit l'autre, comme s'il avait senti ses doutes et se dépêchait de les dissiper. « Rien d'illégal, que de l'honnête. Enfin, presque. » Bref, voici l'affaire. Avant-hier, nos gars sont allés vers la Soukarevskaya. Enfin, tu sais, c'est sur notre ligne. Et ils n'y sont jamais arrivés. Un seul est revenu. Il se rappelle que dalle. Il est arrivé en courant à Prospect, tout morveux tellement il chialait. Comme le vote, là, celui qu'a dit le brigadier. Les autres, plus revus. Peut-être qu'ils sont sortis à la Soukarevskaya, mais peut-être qu'ils sont sortis nulle part, parce que ça fait 3 jours que personne n'est sorti de ce tunnel à Prospect Mira. Au départ de Prospect, plus personne ne veut s'y risquer. Ils ont les jetons, va savoir pourquoi. Bref, je pense qu'il y a là-bas le même truc que vous avez rencontré, vous. Quand j'ai écouté gloser votre brigadier, j'ai tout de suite, comme qui dirait, fait le rapprochement. Et même ligne, même tuyau.
À ce moment, Bourbon se tourna brusquement pour vérifier que personne ne les écoutait. Mais toi, t'es insensible à ce phénomène, poursuivit-il à voix basse. Tu piges? Je commence, oui, répondit Artyom hésitant. Pour faire court, j'ai besoin d'y aller, là. Vraiment besoin, tu vois? Vraiment. Je suis pas sûr, mais j'ai toutes les chances de perdre la boule là-bas, comme les autres gars, et comme tous ceux de votre détachement. Sauf toi. Tu, articula Artyom avec hésitation, comme s'il goûtait le mot pour la première fois, et remarquait combien il lui était inhabituel et désagréable de tutoyer un inconnu. Tu veux que je te fasse traverser ce tunnel? Que je t'accompagne jusqu'à la Soukarevskaya? Un truc du genre, ouais, acquiesça Bourbon, soulagé. Je sais pas si t'en as entendu parler, mais après la Soukarevskaya, il y a un tunnel, encore plus harbi que celui-là. Quelle saloperie! Déjà que je vais devoir me le colter. Alors cette nouvelle tuile qui tombe sur nos gars. Mais bon, t'en fais pas, t'as pas affaire à un ingrat. Et puis, une fois là-bas même, si je dois tracer vers le sud, j'ai des gens qui pourront te raccompagner en toute sécurité. Artyom, qui s'apprêtait à envoyer Bourbon et sa proposition au diable, se rendit soudain compte qu'il tenait une chance de traverser sans encombre et sans question les cordons sud de la Rijkaya, voire d'aller plus loin. Et même si Bourbon restait discret sur son programme, il avait sous-entendu qu'il emprunterait le tunnel maudit qui reliait la Soukarevskaya à la Tourguenevskaya. C'était exactement le chemin que lui-même comptait emprunter. Tourguenevskaya, Troubnaya, Tsvetnoï Boulevard, Tchekovskaya, et là, l'Arbatskaya était à portée de main. Police. Police. Comment tu paies? Demanda Artyom pour faire mine de marchander. Comme tu veux. D'habitude, c'est en devise. Bourbon regarda Artyom pour essayer de deviner s'il comprenait ce qu'il lui disait. Enfin, genre des munitions pour les calaches. Mais si tu veux autre chose, de la bouffe, de la gnôle ou de la cam, on peut s'arranger. Non, les munitions, c'est d'accord. 2 chargeurs. Et de quoi manger pour l'aller et le retour. C'est à prendre ou à laisser, dit Artyom en tentant de mettre le plus de conviction possible dans sa voix et de soutenir le regard de défi de Bourbon. Un homme d'affaires, dit l'autre avec une intonation indéchiffrable. D'accord, 2 chargeurs de calache. Et de la bouffe. Pas si mal, ajouta-t-il comme pour lui-même. Ça le vaut. D'accord, mon gars. Comment c'est ton nom déjà? Artyom. Va te reposer, et je passerai te chercher quand tout ce bordel sera un peu retombé. Ramasse tes affaires. Tu peux même laisser un mot si tu sais écrire, pour qu'il ne se lance pas à nos trousses. Enfin, tout ça pour te dire d'être prêt quand je repasserai, compris?